Je vous envoie le replay tout à l'heure. Bon, bah, salut à tous, je m'appelle donc Sylvain et nous animons avec Cécile aujourd'hui un webinaire pour vous présenter le métier de Digital Learning Manager. Est-ce que c'est vraiment un métier d'avenir? Alors nous, ça fait comme 4 ans qu'on nous forme à ça. Donc je vais essayer de vous partager un peu ce qu'on voit sur le marché. Au départ, il y a un premier constat, des compétences spécifiques à l'organisation, la création de formations qui puissent être hybrides, un mix présentiel-distanciel, sachant que avant les années 2020, le distanciel, c'était souvent un simple PDF en ligne avec un quiz, mais ça marchait pas. Grâce au Covid, on s'est mis à professionnaliser ça, mais l'apprenant français, jeune ou moins jeune, reste très exigeant. Il faut lui créer une expérience agréable qui s'adapte à son rythme, qui lui permette d'apprendre ce qu'il a envie d'apprendre et qui soit fluide, sympa, par petits bouts. Et ça, en fait, ça demande des compétences techniques, c'est pas si simple. Et qu'il n'y a pas encore tant de formations initiales qui sont proposées qui soient réellement techniques. Parce qu'au fond, il faut savoir maîtriser Articulate, Cumulus, Canva, Genially, 360 Learning et un peu les outils d'IA, parce que c'est arrivé en force récemment. L'IA a un impact dingue, pour pas dire pire que ça, sur le monde de l'éducation et de la formation. Et qu'aujourd'hui, c'est stratégique de savoir proposer des formations efficaces et intéressantes à ses salariés pour les fidéliser et aussi pour les faire monter en compétences, parce que comme je vous l'ai dit avant, il y a plein de nouvelles compétences qui sont attendues, qui arrivent régulièrement sur le marché. Et si on ne forme pas toute leur vie nos salariés, ils sont moins bons, moins efficaces, moins productifs, et c'est un peu dommage. À côté de ça, il existe plein d'outils aujourd'hui qui permettent de créer des formations qui soient de top niveau, mais tout le monde ne sait pas les prendre en main, ne sait pas quoi faire avec ou fait des choses assez moches avec. Et à côté de ça, alors c'était un peu moins vrai en début d'année. Il y a eu un petit creux, je dois vous l'avouer, de recrutement entre allez, mars et septembre 2024, parce que incertitude politique, parce que les agences ont moins de sous-traitance en ce moment, enfin moins de contrats, moins de commandes de la part des grands groupes qui ont staffé. Donc aujourd'hui, les jobs sont plutôt dans les grandes entreprises, dans les universités, les organismes de formation, mais un peu moins d'agences, alors qu'il y a 4 ans, 60% de mes promos partaient en agence de digital learning. Mais en ce moment, il y a des offres de partout et les boîtes ne trouvent pas des gens qualifiés, compétents, motivés sur ce job-là. Donc il y a de nouveau un max d'emplois. Voilà pour la petite intro rapide. Et nous sommes accompagnés sur ce sujet par France Travail depuis... Hmm, attendez, mais je ne vous ai même pas partagé mes slides. Je suis nul. J'ai montré ma tête. Mais je perds tous mes réflexes, c'est catastrophique. Je commence à vieillir. Ils sont là. Et je ne vous ai pas partagé le son. Attendez, je vais vous mettre le son avec. Vas-y, Cécile. Pourquoi tu es là et pourquoi tu nous aides sur ce sujet? On t'entend pas. Ou moi, je t'entends pas en tout cas. Non. Ok, j'avais effectivement. Coupez ton son. Tu m'entends là? Oui, je t'entends, oui. Je vais me présenter en quelques secondes. Je suis Cécile Morvan, je suis conseillère entreprise au sein de France Travail, dans une agence locale qui se situe à Lyon-Confluence. Auparavant, j'accompagnais les cadres dans leur retour à l'emploi, toujours au sein de France Travail. Aujourd'hui, France Travail est aux côtés du BAHU parce que non seulement les formations sont de qualité et reconnues, qu'on a un retour à l'emploi direct post-formation très bonne facture et que les formations portent l'alternance comme levier de retour à l'emploi. Au-delà de ce format de formation de sa qualité, c'est aussi répondre à un besoin euh, qui est signifié non seulement par les entreprises, mais par les branches professionnelles. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes aujourd'hui présents, mais avec d'autres formations aussi plus fortes, hein, sinon de BAHU. Donc, c'est toujours répondre à un besoin des entreprises et des branches professionnelles. C'est toujours l'alternance emploi de fonds comme levier aussi de retour à l'emploi. Et c'est bien évidemment une qualité de formation que nous accompagnons. Sachant que nous suivons deux indicateurs. Et Cécile me les demande à chaque promo et fait très bien ce suivi aussi de son côté. Un, nous, c'est le taux de recommandation. Est-ce qu'à la fin de la formation, vous êtes prêt à nous recommander à d'autres? Parce qu'aujourd'hui, sur la promo, on a un tiers de nos candidats qui viennent de France Travail. Merci Cécile.
un tiers qui viennent de LinkedIn, ce que les gens nous trouvent sur LinkedIn, nous voient passer, et un tiers de bouche à oreille de nos anciens qui nous envoient des candidats, voire même parfois c'est les employeurs qui nous envoient des candidats. Donc nous, c'est super important. Mais le plus important, c'est le taux d'insertion. C'est quelque chose qu'on suit, auquel on fait très attention, parce que nous, le seul objectif de cette école, c'est que vous ayez un job à la fin et que vous soyez vus comme des experts de votre sujet. Mais on en parlera un peu après, parce que ça a d'autres inconvénients parfois. Euh, mais c'est quoi avant tout le métier de Digital Learning Manager? Parce que c'est un métier à la fois ancien et nouveau. Derrière ce mot valise, qui veut dire plein de choses, je vais essayer de vous donner quelques définitions. C'est un peu tout ça, en fait. C'est à la fois un responsable d'ingénierie pédagogique, c'est en gros un expert qui arrive en disant on va lancer une nouvelle assurance habitation. Il faut que les conseillers bancaires soient capables de l'expliquer à leurs clients pour leur vendre cette nouvelle assurance et qu'ils changent de leur assurance d'avant vers cette nouvelle assurance. Donc, il faut qu'ils comprennent les forces et faiblesses de l'assurance, qu'ils sachent répondre aux questions, qu'ils sachent questionner leurs clients sur leurs besoins en assurance habitation, etc., etc. Ça, c'est votre expert qui arrive en vous disant ça. Et vous, va falloir imaginer le meilleur programme en respectant toutes les contraintes du projet, qu'il a, bah, ils ont des ordis où tout est bloqué. Donc, vous ne pouvez pas leur mettre grand-chose, ils n'ont pas de son dessus, ils n'ont pas de casque, ils n'ont pas de carte graphique, donc on ne peut pas faire quelque chose de foufou. Ils ont très peu de temps. C'est potentiellement un sujet qui les intéresse moyennement, et on ne peut pas faire de présentiel, parce qu'ils sont tous dans des agences partout en France, et on ne peut pas les sortir de leurs agences. Par contre, on peut faire la classe virtuelle, on peut faire des contenus sur leur smartphone d'entreprise, des snack content. On peut imaginer des petites vidéos sous-titrées simples qui expliquent les contextes de base. On peut faire des quiz qu'on envoie tous les jours, tous les 2 jours. On peut organiser des challenges. On peut imaginer plein de choses. Et ça, c'est au responsable d'ingénierie pédagogique de concevoir sa formation avec les meilleurs modules, les meilleurs contenus possibles pour qu'à la fin, chacun des conseillers soit capable de vendre la nouvelle assurance. Voilà un exemple. Mais ça peut être, là, nous, en ce moment, on bosse pour aider les garde forestier a expliqué pourquoi le loup est important et pourquoi il ne faut pas les abattre. Déjà, un, c'est interdit, et deux, en fait, ils sont importants pour l'écosystème et il faut apprendre à vivre avec. Donc, comment, en tant que berger, se protéger des loups, mais en même temps, laisser vivre les loups aussi. Voilà, les sujets, il y en a plein. Et là, en ce moment, je crois que nos étudiants, ils planchent sur un programme de formation pour les collégiens pour les former à la cybersécurité et à la désinformation. C'est passionnant. Et du coup, ça va être diffusé dans des collèges prochainement. Mais ils ont déjà travaillé sur les violences sexistes et sexuelles. Ils ont travaillé sur la leukodystrophie, qui est une maladie assez terrible. Ils ont travaillé sur plein de choses. C'est à chaque fois un peu nouveau. Et assez marrant aussi, ils ont travaillé aussi sur une formation pour former au sport du chess boxing. C'est un sport qui a été inventé par Enki Bilal dans une de ses bandes dessinées, qui mêle la boxe et le jeu d'échecs et on fait une partie d'échecs, un round de boxe, une partie d'échecs, je crois, et je crois que c'est 3 ou 4 fois de suite. Et il fallait expliquer les règles de l'échec, expliquer les règles de la boxe, c'est un peu différent aussi. Et du coup, ils devaient créer une formation là-dessus parce que des collégiens allaient faire ce sport, mais il fallait qu'ils aient les bases avant d'arriver dans la salle. Le learning designer, lui, c'est plus celui qui va concevoir chacun des écrans. Qu'est-ce qu'on va montrer à ce moment-là? Quelle tête ça va avoir? Comment c'est organisé? Quelle est l'expérience utilisateur et l'interface qu'on va faire? Et au niveau graphique, à quoi ça va ressembler. Pas besoin d'être graphiste pour info, ni illustrateur pour être learning designer. Encore plus aujourd'hui avec les outils d'IA, on peut créer des superbes images qu'on va animer, qu'on va rendre interactives et qu'on va rendre cool pour son apprenant. On va aussi appeler ça un concepteur pédagogique multimédia parce qu'il faudra qu'il soit capable potentiellement d'enregistrer un podcast, de réaliser une vidéo, de monter une vidéo, de faire un PowerPoint animé, etc., etc. Donc, il sera capable d'utiliser tous les médias à sa dispo pour une expérience le plus intéressante possible. Sachant que ces médias vont tous être hébergés sur un LMS, Learning Management System, une plateforme numérique sur laquelle on met tous les contenus. Généralement, c'est ce sur quoi vous inscrivez quand vous suivez des formations en ligne, qui permettent de savoir ce que vous avez fait, combien de temps, qu'est-ce que vous avez réussi, ce que vous avez raté, à quel moment vous relancez, etc. Et vous devrez savoir la configurer au mieux pour que l'expérience soit la plus fluide possible et que l'apprentissage soit aussi le plus intéressant possible. Pas besoin non plus d'être dev, pas du tout, parce que c'est des plateformes plutôt no-code, ultra simplifiées, mais il faut très bien les configurer. Et en plus, on aura quelques notions pour apprendre à coder, pour changer du CSS, ce genre de choses, s'il y a besoin. J'en ai parlé tout à l'heure. Dans les modalités possibles, il y a la classe virtuelle. La classe virtuelle, c'est pas comme former en salle.
Il y a vraiment d'autres choses dont il faut tenir compte, d'autres façons de préparer, d'autres façons d'interagir. Et c'est un vrai métier. Il va falloir accompagner vos experts à savoir animer des classes virtuelles. Ça peut aller jusqu'à être responsable de formation, parce que parfois toute la formation se fait en ligne, et où avant il n'y avait pas de pôle formation, et là vous allez proposer un mix, et vous allez aussi bien assurer de l'ingénierie de présentiel que de l'ingénierie de distanciel et de l'ingénierie mixte. Et enfin, consultant en pédagogie, où là c'est un client qui vient vous voir en agence ou en entreprise, parce que chez Veolia par exemple, ils avaient leur propre pôle de conception de pédas, mais aussi plutôt consultant pour l'aider à réfléchir ce qui est le mieux à faire, les sujets sur lesquels il faut former ses salariés, et après aller jusqu'à la réalisation complète. C'est un peu tout ça, Digital Learning Manager. Donc vous voyez qu'il y a plein de compétences dedans, un champ des possibles assez grand, et pour ça on s'appuie aussi sur vous, ce que vous avez fait avant, qui vous êtes, ce que vous savez déjà faire, mais on vous permettra, on vous donnera en tout cas les billes pour être capable de faire tout ça. Après, ce sera à vous d'aller encore plus loin pour devenir des experts de chacun de ces sujets. En un an, c'est impossible, hein. Mais vous n'aurez pas peur quand on vous parlera de LMS, quand on vous parlera de CSS, quand on vous parlera de Storyline. Vous saurez ce que c'est et vous saurez vite y aller parce que vous aurez déjà fait des petits projets sur ces sujets. Donc, les missions d'un DLM, ça va être de réaliser des contenus PEDA, ça va être de gérer des projets de formation numérique, de développer une activité de formation à distance, pas trop commercialement, mais de savoir les créer, de savoir identifier les sujets sur lesquels il faut se positionner, accompagner au changement les formateurs. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de centres de formation des apprentis, d'organismes de formation et d'universités qui sont en train de mettre en place des vraies stratégies de digital learning. Et là, parfois, la difficulté, c'est que c'est aux experts, aux formateurs, aux profs de créer leur propre contenu. Là, vous n'êtes qu'en support pour leur montrer comment faire, partager les bonnes pratiques, et après pour mettre en ligne. Et donc, s'il y a un enjeu de changement, leur montrer pourquoi c'est intéressant de faire la classe inversée, ce genre de choses. Et vous pourrez aussi potentiellement, mais c'est vraiment pas la mission principale, animer des formations et des classes virtuelles. Attention, un Digital Learning Manager, ou DLM, je vais dire DLM sera plus facile pour la suite, dans l'ensemble, voit peu de gens. Il est quand même beaucoup derrière son ordi à créer ses contenus et 90% de son temps, il est tout seul. Il aura au début rendez-vous l'expert pour récupérer les infos, régulièrement des relectures par l'expert. S'il a de la chance, il pourra voir en live ce que donne sa formation et prendre les retours des apprenants, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est quand même un job où oui, il va être en relation avec un freelance graphiste ou monteur vidéo s'il ne sait pas faire, mais qui est déjà très derrière l'ordi et assez solitaire. Il faut l'avoir en tête. Et il y a plein de défis derrière ce métier-là. Un, il faut se passionner de tout. Je l'ai pris tout à l'heure un exemple qui, moi, me fait pas le plus marrer, mais que je trouve quand même cool d'apprendre une assurance et de trouver les moyens de donner envie de savoir la vendre. Mais j'ai déjà eu des demandes pour former un nouveau type de train d'atterrissage ou apprendre les différentes toitures. Donc maintenant, à chaque fois que je suis dans une rue, je regarde les types de tuiles et les formes de toits parce que ça a des enjeux, selon les régions, c'est pas les mêmes, et ça a des logiques par rapport aux matériaux locaux, mais aussi par rapport aux intempéries locales. On n'a pas les mêmes toits dans les Alpes qu'à Lyon, par exemple. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire, parce qu'en fait, on n'est jamais expert du sujet sur lequel on bosse. Souvent, si on connaît trop le sujet sur lequel on bosse, on n'est plus très bon. On n'arrive plus toujours à expliquer chacun des liens logiques qu'on a dans la tête. Parce que pour nous, c'est logique, c'est évident. D'où un DLM, il n'est pas expert. Après, je vous dis ça c'est dans la théorie et c'est l'idéal selon nous. Ça n'empêche que chez les clients, euh, si j'ai une banque qui me demande à recruter un DLM du bahut, ça les rassurera que vous ayez déjà travaillé dans le monde de la banque. Parce qu'il y a des normes, parce qu'il y a des acronymes, parce qu'il y a des codes au monde bancaire qui sont plus ou moins longs à acquérir et que ça les rassure que vous ayez déjà une petite connaissance de ce sujet-là. Ça n'empêche que vous n'êtes pas besoin d'être un spécialiste de la banque et de la vente de produits dérivés pour faire des LM en banque. C'est ça que je veux dire. Mais voilà, il faut être OK parce que si votre seul objectif, c'est de travailler sur des sujets pour sauver l'environnement, ce qui est très très beau, hein, mais il y a peu de jobs pour l'instant là-dessus. Il y en a hein, quelques-uns, à chaque promo, j'en ai un ou deux qui arrivent à bosser là-dedans et c'est quasi du plein temps, mais il n'y en a pas énormément. Donc, faut accepter que dans ce métier-là, bah, en fait, on créera des contenus sur plein de sujets et qu'il ne faut pas être trop exigeant sur ça. Par contre, on peut dire non, je ne veux pas former à pourquoi le pétrole c'est bien et pourquoi il faut fumer. Ça, on est tout à fait d'accord. C'est vos choix à vous et vos valeurs perso. Et vous me direz dans ce cas-là si c'est des choses qui vous contraignent. Mais
pourquoi pas former au train d'atterrissage ou à la conduite d'un train ou autre chose. Voilà ce que je veux dire. Deux, et côté apprenant et côté formateur, il y aura des sacrés freins au changement. Alors, c'est un peu moins vrai côté apprenant, parce qu'on a vu quand même pas mal d'avantages au distanciel, même si on revient maintenant beaucoup plus vers le présentiel, parce qu'il faut un mix. Le 100% distanciel, ça ne fonctionne pas avec tout le monde, c'est dur d'assurer un bon niveau de qualité, et c'est dur d'assurer une transformation chez chacun des apprenants. Pour autant, il y en a pour qui c'est mieux que du présentiel. Et côté formateur, c'est pas facile. Ils ont l'impression de perdre leur boulot, ils ont l'impression de partager leur expertise en les payant une seule fois, la première fois pour construire les contenus et plus après. Alors que moi, je vois ça plutôt comme une aide incroyable. Il y a des cours, ça fait 15 ans que je les répète. J'ai intérêt plutôt à les digitaliser parce que finalement, j'apporte rien de plus et de bosser les cas pratiques avec mes étudiants en synchrone, donc en classe virtuelle ou en présentiel. Mais on va vous dire, ouais, mais les jeux, c'est pour les enfants. Non, le jeu, ça marche quel que soit l'âge. Après, il faut bien construire son jeu. Il faut que ce soit juste une introduction à son cours. Mais un jeu, ça peut très bien marcher. Ou l'arrêté virtuel, c'est nul. Voilà, il va falloir convaincre à chaque fois parce que c'est nouveau. Et autre chose, c'est que parfois, vos employeurs, vos clients auront des envies incroyables. Alors, je ne sais pas si vous voyez cette image du cheval qui est à gauche très beau et à droite c'est un dessin d'enfant, bah, c'est un peu ça. On vous vend un projet comme quoi il faut tout digitaliser, que ça va être incroyable, et on va vous dire en fait vous avez un an pour digitaliser 800 heures de cours. C'est juste infaisable en fait. Vous ferez rien d'incroyable. Vous ferez quelque chose et c'est mieux que rien. Et j'ai un ancien qui a fait ça et il est super fier parce qu'il a réussi à ce que les cours soient bons. Alors oui, il nous le dit, j'aurais aimé y passer 4 fois plus de temps pour faire des choses beaucoup mieux. Mais déjà, ça marche et ça a répondu à un besoin. Là, c'était une formation CAP petite enfance d'apprenants et d'apprenantes qui pouvaient plus se déplacer sur le centre et qui ont pu suivre la formation à distance. Alors oui, c'est principalement du PDF et du Geniali et des quiz, mais ça marche. Donc voilà, il faut parfois réduire son niveau d'ambition parce que nous, on va vous apprendre à faire du grand luxe, des trucs incroyables, mais vous ne pourrez pas toujours. Est-ce que j'ai des questions? Oui. Ok, c'est juste sur l'audio, ça vous va pour l'instant. L'école maintenant, le bahut. Alors, il y a plusieurs formations qui forment à ce métier. Je vous donnerai quelques noms si vous voulez. Notre spécificité, on en a plusieurs. Un, on ne va pas former tout le monde. On va d'abord détecter si vous avez bien compris le métier, s'il est vraiment fait pour vous, que vous vous y sentiez bien, qu'on ne vous fasse pas perdre de temps. Et deux, si vous avez des compétences de base qui sont importantes pour nous, je vous les redirai à la fin dans les prérequis. Mais en gros, il y a les compétences rédactionnelles, savoir bien rédiger, avec pas trop de fautes. Parce que, en fait, s'il faut passer autant de temps à enlever les fautes qu'à lire le fond, en fait, on ne vous trouvera pas d'employeur. Et dans tous les cas, après, en faire un peu, mais savoir se corriger, nous, il n'y a pas de souci, tant qu'on a les méthodes pour se corriger. Et à côté de ça, vous devrez passer le projet Voltaire au bahut et avoir une note de 700, sauf si vous avez déjà eu cette note-là auparavant, pour avoir une preuve, mais on vous poussera tous à progresser en orthographe. Deux, d'être capable de synthétiser des sujets complexes. Parce que peut-être que l'assurance, c'est pas du tout votre monde, comme moi. Et il va quand même falloir comprendre et être capable d'aider l'expert à rendre ce sujet intelligible et intéressant. Voilà en gros les deux compétences qu'on cherche, avec aussi une capacité un peu de recherche, être capable de chercher des infos sur Google quand on ne sait pas, ne pas avoir peur d'aller chercher, ou de se faire aider de ChatGPT, mais tout en ayant un esprit critique sur les réponses qui peuvent être apportées. Donc nous, on va faire des entretiens, là, on les commence semaine prochaine, donc on reçoit les premiers candidats semaine prochaine en visio. Et ensuite, c'est moi qui vais chercher les employeurs. J'ai 60 entreprises, un peu moins, 58 entreprises qui m'ont dit, je veux quelqu'un de la prochaine promo du bahut. J'ai entre 20 et 25 places. Donc pour l'instant, j'ai a priori plus d'employeurs que de places d'étudiants. Et l'objectif pour moi, c'est de vous trouver le bon employeur, celui qui est pas trop loin de chez vous, qui vous correspond en termes de management, c'est-à-dire un management plutôt directif à vous faire des feedbacks réguliers ou plutôt très autonomiste à vous dire, bah voilà, l'objectif c'est là, tu as 10 jours pour le faire, et tu fais comme tu veux. Tant que dans 10 jours, tu me rends mon e-learning, enfin, tu me produis mon e-learning. Et ça, c'est des infos que j'arrive à avoir à peu près sur les métiers, sur ce qu'ils attendent, et s'ils embauchent en CDI derrière ou pas. En fonction de ces éléments, moi, je vais prendre dans la base les candidats qui ont été présélectionnés par Rachel et par Aurélien,
en fonction de ces critères pour dire, bah, tiens, cette boîte, elle devrait te plaire, qu'est-ce que tu en penses? Je vous envoie la fiche de présentation d'entreprise, vous me dites, ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas. Vous avez le droit à 3 boîtes où je vous mets en relation. Et les boîtes, pareil, elles vont potentiellement recevoir un, deux ou trois candidats en fonction du sujet et des candidats que j'ai pour eux. Et elles feront leurs entretiens. Après, je vous mets en relation, vous faites vos entretiens, vous négociez au mieux, sachant que moi, je les préviens aussi, je vous donnerai quelques infos là-dessus. Et à la fin, on signe un contrat pro. Seuls ceux qui auront signé un contrat pro avant le 3 mars, c'est-à-dire au 28 février, puisque ça va être un vendredi le 28 février, pourront démarrer le 3 mars. C'est la règle. Point. Et nous, pendant un an, derrière, on va vous offrir plein de logiciels pour que vous puissiez vraiment les utiliser et pas uniquement les voir de loin. Non, vous aurez des vrais accès pour vraiment produire des formations dessus. Et vous aurez des vrais cas pratiques à chaque semaine ou presque pour des assos, pour des boîtes qu'on trouve cool, à faire des projets qui vont être utilisés derrière. Ah, ah. Cécile, est-ce que c'est une formation diplômante reconnue par l'État? On y vient. Je te dis ça après. Est-ce que la formation est finançable par France Travail? En fait, la formation est financée par l'employeur. Vous, ça ne vous coûte rien. Est-ce que la formation est disponible pour les habitants de la région Île-de-France? Je te réponds enfin, tout de suite. Nous sommes à Lyon, mais nous accueillons régulièrement des étudiants, des apprenants qui viennent d'Île-de-France, et nous avons plein d'employeurs en Île-de-France. Donc, si tu peux te faire héberger à Lyon ou aller à l'auberge, il y a une auberge à côté de l'école qui coûte 20 € la nuit, et France Travail peut potentiellement prendre en charge une partie de ces frais-là, bah, on t'accueille et on te trouvera un employeur à Paris. Sachant qu'on a aussi une promo à Paris, mais qui démarrera a priori qu'en octobre. En tout cas, je n'ai pas encore de date précise, mais normalement c'est octobre. Faisal, quel type d'entreprise? Alors par exemple, j'ai 5 anciens du Bahut qui sont à l'école EM Lyon. J'en ai une qui est chez Bioforce, qui est une école qui forme au métier de l'humanitaire. J'en ai un dans ce CAP petite enfance. Après, c'est sur le site, vous verrez. J'en ai pas mal qui sont encore en agence. J'ai dans les offres d'emploi, j'ai ministère de l'Agriculture, j'ai euh, une boîte qui forme à la pédagogie Montessori. J'ai une boîte qui fait des formations pour adultes sur le management. J'ai quoi d'autre? J'ai une boîte industrielle à Lyon qui fait des moteurs d'avion. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai le groupe Bell, les fromages. Voilà, il y en a plein. Typologie d'entreprise, André Raphaël. J'ai, c'est soit de l'agence, c'est plus une boîte entre 10 et 50 salariés, soit PME industrielle qui a besoin de un peu partager sa culture, son savoir-faire en interne. Je vais avoir après de la grande entreprise, université, organismes de formation qui ont besoin de digitaliser. C'est assez divers. Si c'est pas une boîte spécialisée en formation, c'est des boîtes qui ont plus de 250 salariés. On va dire qu'il n'y a pas de digital learning manager avant 250 salariés, sauf des jeunes startups qui ont levé beaucoup d'argent et qui ont besoin de mettre ça en place très tôt. Est-ce qu'il y a une limite d'âge, Samira? Très bonne question. La moyenne d'âge de notre dernière promo au Bahut est de 38 ans. On a très peu en dessous de 25 ans, voire pas. Et ça va jusqu'à la présente promo, je crois que le plus âgé a 58 ans, ou la plus âgée. Donc il n'y a pas de limite d'âge. Néanmoins, je dois t'avouer que c'est quand même un peu plus dur de trouver des employeurs pour des profils qui ont plus de 50 ans. Donc on vous préviendra. Dans ce cas-là, on vous dira, attention, vous avez un super profil. On a eu plein de plus de 50 ans qui sont rentrés pour qui ça se passe très bien. Et on vous donnera plein d'exemples. On vous mettra en relation si vous voulez en savoir plus sur comment ils ont fait ou comment j'ai fait pour leur trouver. Mais c'est un peu plus compliqué de trouver un employeur. Samira, non, Nicolas, dans l'idée, on est plutôt sur du contrat pro. Et jusqu'à quel âge, Christelle? Il n'y a pas de limite d'âge pour un contrat pro. C'est à partir de 26 ans jusqu'à la retraite. Je me permets juste Bien d'intervenir. sûr. Un levier supplémentaire, contrat pro plus de 45 ans, il y a une aide mobilisable par l'entreprise. Oui, contrat pro demandeur d'emploi, il y a une aide de 2 000 euros. Contrat pro RQTH, il y a aussi une aide de 4 000 euros. Et contrat pro plus de 45 ans, il y a aussi une aide de 2 000 euros. Donc il y a des aides pour les employeurs. Et c'est l'entreprise qui prend en charge et la formation et le salaire de l'apprenant. Pour répondre à ta question, Sutner. Herman, je suis désolé si le son ne fonctionne pas, parce qu'après d'autres fonctionnent, qui me posent des questions. Je t'enverrai le replay. J'enverrai à tout le monde le replay de toute façon.
Alors, j'avance. Et merci, Cécile, d'avoir apporté en plus. Ce qu'on va vous apprendre à faire, c'est concevoir, réaliser un dispositif de formation de A à Z avec plein de types de supports et d'être très à l'aise avec ça, d'être capable vraiment de naviguer dans ce monde-là et découvrir ça à fond. De piloter des projets de formation, de parler à des vrais clients. Donc, on a par exemple un responsable d'association qui vient en disant, bah voilà, mon besoin, moi, c'est ça. Et ça va être à vous d'analyser son besoin, de le comprendre, de lui proposer la meilleure ingénierie possible et après de réaliser le module. Et aussi de naviguer dans tous ces outils, parce qu'il en sort un par jour. Si vous allez au Learning Tech à Paris ou à l'événement EdTech à Lyon, il y a plein d'outils de partout, on parle que de ça. Pour autant, il y en a beaucoup où c'est waouh, mais c'est pas si dingue en fait pour de vrai derrière. Et c'est important d'avoir son esprit critique sur ce sujet pour choisir les bons et ceux qui apportent vraiment quelque chose. Je vous l'ai dit plusieurs fois, vous avez plein de productions à faire, des scénarios pédas, des schémas explicatifs, des vidéos explicatives, des modules storyline, des modules de formation, etc., etc. Et vos 3 dernières semaines de formation sont consacrées, ou vos 10 derniers jours, à la réalisation d'un e-learning complet pour une association. Quand vous choisissez, évidemment, pour que tout le monde ait le même sujet et les mêmes données d'entrée. Exemple de vidéo, je mets un tout petit bout, mais ça a été réalisé sur PowerPoint, 100% sur PowerPoint, 100% à la main par un ancien enseignant, Rémi, qui a jamais appris à dessiner. Et c'est sa voix off, c'est tout lui qui a fait de A à Z, il a fait ça en 3 jours. 2 jours. Préparer une thèse. Le premier pas professionnel dans la vie de chercheur, c'est de réaliser une thèse. Pendant 3 ans, on travaille sur une problématique. Par exemple, est-ce que la consommation de chocolat influe sur la mémoire? Après avoir fait le tour des Je vous connaissances sur le l'avance, sujet, vous avez compris la il faut être logique. passionné par son sujet. Et tout ça, c'est Vous du l'avez PowerPoint sans montage. C'est ouf ce qu'il a fait, je trouve ça incroyable. On a plein d'autres exemples comme ça, des vidéos dingues. Sachant qu'on vous apprend à faire la même chose avec IA potentiellement, avec des avantages, inconvénients des deux côtés. Mais voilà un exemple de projet qu'ils apprennent à faire à l'école. compris. Autre... Préparer Oh, une tais-toi. thèse. Chut. Pardon. Autre exemple, ça vous allez voir, c'est Barjo, tellement c'est génial. Oh, il marche plus. Bon, bah tant pis. Bah, je vous enverrai prochaine fois. C'est un jeu pour apprendre à choisir le bon verre en fonction de la commande faite au bar. C'était pour le CFA de la gastronomie à Lyon, où ils voulaient former des futurs serveurs. Et Benjamin avait fait un jeu où du coup le serveur là qu'on voit lançait une commande et il fallait choisir le bon verre. Donc en fait, c'est un super bon moyen mémotechnique pour apprendre les vers et à savoir à quoi ils servent et pour quels usages. Vraiment, son truc, il était ouf. Il a fait ça en 2 jours aussi sur Storyline. C'était incroyable, un vrai jeu vidéo, quoi. Autre chose, on vous insère aussi au sein d'une communauté de Digital Learning Manager. Donc nous, on a à peu près 160 anciens du Bahut Lyon, mais on a 3 promos à Paris, donc il y en a 60 en plus, une promo à Nantes, 20 en plus 600 personnes qui nous ont rejoints sur une plateforme commune, un Discord, où il y a beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges, où les gens sont là pour se partager les bons plans, les questions, comment ça marche ça sur Moodle, comment je fais ça sur Storyline, etc. C'est super dynamique et vous n'êtes pas seul. Deux, on essaie de vous aider à développer votre propre esprit critique par rapport à nos propres modalités pédagogiques, mais à celles qu'on va voir à l'extérieur, et de vous mettre tout le temps en situation et d'apprendre les uns des autres. Parce que c'est aussi la force du bahut. Vous venez tous avec des histoires dingues, des parcours incroyables, vous savez tous faire plein de choses. Parfois, on ne vous l'a pas dit depuis longtemps et vous manquez un peu de confiance en vous, mais nous, on va le détecter. Et on saura vous valoriser et à profiter des forces et faiblesses de chacun pour que tout le monde progresse. Mais c'est ça vraiment la puissance du bahut, en plus du fait qu'on organise plein de meet-up, plein d'événements, pour que vous rencontriez des experts, des pros et que vous vous mettiez en relation au réseau. En pratique, comment ça se passe à partir d'aujourd'hui? Vous pouvez déjà candidater, vous allez sur lebahut.com, ou sinon je vous donnerai le lien avec le replay. Et vous avez un petit formulaire pour voir si vous êtes bien dispo pour faire la formation, si ça vous intéresse vraiment. Et après, quelques questions pour voir ce que vous avez compris du métier et comment vous rédigez par rapport à ces prérequis dont je vous parlais. Et après, vous comprendre sur le type d'environnement de travail que vous souhaitez. Puis, il y aura un entretien avec Rachel ou Aurélien pour apprendre à vous connaître. Vraiment, cet entretien, il n'est pas là pour vous sélectionner, c'est plus ce que vous recherchez, voir si c'est cohérent par rapport au type d'employeur que je vais avoir moi, au type d'offre, et si on a une chance de trouver quelque chose. Et ça, ces entretiens démarrent la semaine prochaine, mais on commence à faire la sélection des premiers candidats dès aujourd'hui.
Ensuite, c'est moi qui vous trouve un job. Je vous ai un peu expliqué comment ça marchait. Ça n'empêche que je vous donnerai les clés pour chercher pas vous-même. Ça n'empêche que si vous êtes déjà un employeur, bah, ça peut faire gagner du temps. Je vais juste m'assurer que les missions qu'ils vous proposent soient cool, mais et soient intéressantes par rapport à ce qu'on fait comme formation. Mais dans l'idée, on peut dire go. En termes de calendrier, alors comment ça marche? Moi, j'en ai marre de mon partage. Je vais revoir Cécile, mieux. On commence par 5 semaines à l'école de présentiel pendant lesquelles vous êtes payé. Vous êtes déjà en contrat de professionnalisation dès le début et on va vous donner toutes les clés pour être autonome quand vous arrivez dans votre boîte. Pourquoi? Parce qu'en fait, parmi les employeurs que je vous présenterai, il y en a certains qui ont déjà des équipes en digital learning, donc vous ne serez pas du tout seul. D'autres, c'est un tout nouveau sujet pour eux. Il faudra choisir le LMS, choisir les premiers outils de conception et être autonome. Donc, on veut que vous arriviez en ayant confiance en vous, en sachant faire des choses. Et après, ce sera 8 cycles de 5 semaines en entreprise, 4 jours en formation. Pendant les 5 semaines d'entreprise, il n'y a pas de travail pour l'école, il n'y a rien à préparer, pas de charge mentale. Vous êtes 100% dédié à votre boîte. Pendant les 4 jours à l'école, on va vous en mettre plein la tête pour aller beaucoup plus loin sur l'IA, sur Storyline, sur la conception, PEDA, de sujets complexes, etc., etc. Et on aura prévenu vos employeurs que ces jours-là, il faut vous oublier. Et c'est à nouveau en présentiel à Lyon. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a potentiellement des aides en fonction de vos revenus et de vos indemnités France Travail pour être hébergé et pour vous déplacer à Lyon pour la formation. Et parfois, vos employeurs peuvent prendre en charge aussi en partie. Donc voilà sur comment ça se passe en termes de calendrier à partir du 3 mars. Donc du 3 mars au 6 avril, vous êtes à l'école. Et à partir du 6, vous êtes en entreprise pour 5 semaines. Et vous revenez à l'école autour du 10 mai ou quelque chose comme ça. Voilà à peu près comment ça se passe, etc. etc. Et généralement, c'est super bien adapté pour des gens qui ne sont pas de Lyon, parce qu'ils arrivent à s'organiser, ils rentrent le week-end chez eux, mais la semaine, ils sont à fond pour l'école. Le soir, ils rebossent entre eux, ils font des jeux, parce que c'est super important de maîtriser les règles de jeu et les mécanismes de jeu, ou ils vont plus loin sur des logiciels qu'ils ont vus pendant la formation. Donc, c'est très adapté pour des gens qui ne sont pas de Lyon. Le plus compliqué, je vous le partage et je vous l'avoue de façon très honnête, c'est si vous n'êtes pas de Lyon, mais pas très loin. Pas très loin, j'entends 1 heure de transport, 1 heure et demie de transport. Et vous dites, non, je prends pas, je vais pas à l'auberge à côté parce que je veux dormir chez moi, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais la formation, elle est dure. C'est un peu un rythme prépa. C'est exigeant, vous allez avoir des super experts qui viennent tout le temps, des sujets, des cas pratiques avec des deadlines courtes et des challenges tous les jours. Sauf que si vous arrivez le matin, que vous êtes crevé, parce que vous êtes levé à 5h30 du mat pour être à l'école à 9h, et que le soir, en plus, vous ne vous reposez pas, parce que vous prenez 1 heure et demie de train, il faut gérer les enfants, la conjointe, le conjoint et la vie de tous les jours, vous allez souffrir. C'est faisable, hein, il y en a qui le font, mais c'est ceux pour qui c'est le plus dur. Voilà, je vous préviens. Évidemment, si vous êtes de Lyon, c'est cool. On est plein centre, on est place des terreaux, c'est très accessible en transport. On est évidemment au bâtiment ERP, donc si vous avez des enjeux de RQTH ou de besoin d'adaptation, vous nous dites, on sait faire. On a même eu une fois une étudiante qui ne pouvait pas du tout se déplacer, mais qu'on a voulu prendre et on avait loué pour elle un robot de téléprésence. Donc elle était physiquement présente avec nous via son robot et sa caméra, et c'est elle qui, à distance, le commandait pour se balader dans la salle, pour monter à l'étage, pour aller dans les salles de travail et pour vivre dans le groupe. On ne l'a jamais vue physiquement, mais on a l'impression qu'elle était avec nous tout le temps. Donc on fera ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Mais ça, dites-nous, parce que souvent, c'est vous qui avez les meilleures solutions pour ça. Je repars sur ma presse. Hop. Euh, Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre après? C'est pas là, c'est là. Donc, je vous ai présenté ce qui se passait. Combien ça coûte? La formation est facturée 9 200 euros pour les 399 heures. Ça fait 23 euros et 6 centimes de l'heure. C'est pas gratuit, c'est pas le bon mot. C'est pris en charge par l'employeur. Donc, la formation n'est pas gratuite, parce que quelqu'un la paye. Mais si, et uniquement si, vous signez un contrat de professionnalisation. Mais on ne prend pas de gens qui ne signent pas de contrat, parce que nous, notre seul objectif, c'est que vous soyez en emploi à la fin de cette formation. Et ces 9 200 euros sont pris en charge à 100%, entre 50 et 100% en fonction de l'OPCO, mais l'employeur complète s'il faut. Qu'est-ce que vous pouvez attendre comme salaire? En moyenne, nous sommes autour de 24 500 euros, entre 24 et 25 000 euros brut pendant l'année d'alternance. Ça va de 20 000, enfin 21 000 qui est le SMIC, à 28 000, 30 000. Bon, le record, et franchement, il ne faut pas y rêver, on l'a eu une seule fois en 10 promos. C'est 42 000, juste pour vous dire le truc de dingue.
C'est quelqu'un qui était spécialiste du monde de la pharma, qui a été embauché à 42 000 euros brut en alternance. Bon, fou. Mais voilà, pour donner un ordre d'idée, c'est entre 20 et 28. Si vous avez des indemnités Pôle emploi, France Travail, pardon. France Travail vous complète pendant cette année de formation. Donc, si vous avez plus que le SMIC, France Travail complétera ce surplus. Donc, dans ce cas-là, pas trop besoin de jouer la négo avec votre employeur parce que vous savez que vous avez un complément. Et en moyenne, j'ai refait la stat hier parce on me l'a demandé, c'était les promos 8 qui sortaient et qui sont en train de négocier leurs emplois. En moyenne, à Lyon, on est à 36 000 euros bruts en CDI à l'issue de l'année d'alternance. C'est une vraie stat, c'est pas un truc gonflé. Vous pouvez contacter tous nos anciens. On en est fiers de nos anciens et ils sont très sympas et ils vous diront les vraies choses. Mais ça, c'est la stat sur les 3 dernières promos et 4, 5, 6 qui sont sortis. Sachant que ça va de 28 000 à, je crois que le best, c'est un 64 000 que j'ai eu en promo 6. Quelqu'un qui avait des compétences incroyables, embauché dans une grosse boîte, ils ont absolument voulu la garder. Elle est plus payée que moi, mais je suis content pour elle. Voilà pour comment ça se passe au bahut et ce qu'on vous propose. Attention, si il faut que vous soyez en full remote, que il vous faut 30 000 euros par mois comme minimum pour vivre, et qu'en plus vous voulez travailler que sur des sujets autour de la santé, je peux vraiment pas vous garantir que vous trouverez quelqu'un. Parce que des boîtes qui payent plus que le SMIC, il n'y en a pas tant que ça. J'en ai une sur deux, mais pas toutes. Pour plein de raisons. Parce que des boîtes, c'est juste, c'est un choix managérial et c'est comme ça. Et je peux pas négocier. Même si je leur ai dit qu'en moyenne au BU, vous étiez à 25 000 euros brut. C'est comme ça chez eux. Point. Genre, ministère de l'Agriculture, c'est le SMIC. Point. Que le télétravail, bah, c'est possible chez eux 2 jours par semaine, mais pas 5. Et que le sujet, ça va être aussi bien comprendre l'élevage de porcs comme savoir gérer l'hygiène dans un abattoir. Et ça, je ne peux pas vous garantir que ce sera que des sujets qui vous plairont. Donc, plus vous êtes exigeant sur le job, moins j'ai de chances de vous trouver quelque chose. Ça n'empêche que vous pouvez chercher aussi, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Quel diplôme? Pour répondre à ta question, on est en cours de dépôt de France Compétences. On a fait un premier dépôt il y a 2 ans, on ne l'a pas eu. Là, on s'est fait accompagner par une super spécialiste du sujet. On a un énorme dossier, parce qu'on a quand même fait 8 promos en tout, dont 7 qui sont sortis avec des stats incroyables en termes de taux d'insertion et de salaire. Donc, selon elle, on a 75% de chances que notre titre soit accepté. Là, on l'envoie fin décembre. Donc, normalement, en ce moment, c'est 3 mois et demi, 4 mois. Donc, normalement, mi-avril, fin avril, on a la réponse. Ce qui fait que pour ceux qui seront rentrés le 3 mars, c'est rétroactif et vous pourrez passer le diplôme. A priori, on va se positionner soit sur un bac plus 2, soit sur un bac plus 3. Donc, ce n'est pas un diplôme dingue non plus. Mais depuis 8 promos, nos anciens n'ont pas de diplôme. Pourtant, notre taux d'insertion est de 95%, 95,2 précisément. Et c'est ça qu'on suit le plus, parce que à 40 ans, vos employeurs, ils n'en ont rien à faire de vos diplômes. Ce qu'ils veulent, c'est votre portfolio. Est-ce que tu es capable de faire du storyline? Est-ce que tu es capable de configurer un Moodle? Est-ce que tu es capable de gérer un projet complexe tout seul? Si oui, ok, viens, on bosse ensemble. C'est pas ton diplôme qui va faire la différence. Surtout qu'il y a des gens qui sont diplômés qui ne savent pas faire. Et que nous, on reçoit des gens qui ont des Master 2 en ingénierie pédagogique qui viennent au bahut pour se former parce que, ok, ils ont la théorie, mais ils n'ont jamais fait concrètement. Donc, ce n'est pas ce qu'on joue vraiment le diplôme, mais si on l'a, bien sûr qu'on vous en fera bénéficier. Ça n'empêche que c'est pris en charge tout pareil pour votre employeur et pour son OPCO et pour France Travail, puisque ce que ces organismes suivent, c'est l'insertion. Oui, et je vais Alors, vas-y. rajouter quelque chose, Sylvain, c'est que la plupart des grandes écoles d'ingénieurs, des grandes écoles de commerce, des universités portent en leur sein des diplômes d'établissement. Donc, il n'y a Tout à pas de fait. reconnaissance par l'éducation nationale ou enregistrée au RNCP, mais la qualité de la formation et son taux d'insertion sont là pour attester de ce que vous avez suivi et de la qualité de la formation. Donc, de vous rassurer aussi sur ce champ-là. Tout à fait. La durée totale de la formation, c'est 12 mois, donc du 3 mars 2025 au 2 mars 2026, à peu près. On peut s'inscrire, alors tout dépend Audrey, où tu habites. Pour les Lyonnais, tardez pas trop, parce que j'aurai une quinzaine d'employeurs à Lyon, et une fois que j'aurai une quinzaine de candidats, je n'en prendrai pas beaucoup plus, parce que ça sert à rien de prendre des candidats où je ne retrouverai plus d'emploi. Par contre, si tu viens de Paris ou si tu viens d'ailleurs en France, j'ai souvent des demandes auxquelles je n'arrive pas à répondre. Donc là, tu peux t'inscrire jusqu'à fin janvier, mais vraiment au plus tard, parce qu'après, j'aurai plus le temps de te trouver la boîte, que tu fasses les entretiens et que tout se passe bien et que ce soit fluide pour tout le monde. Donc voilà, idéalement, si tu peux t'inscrire d'ici fin décembre, tu as le plus de chances de trouver un job pour le 3 mars.
Qu'est-ce que j'ai comme question? J'ai différence réelle entre formateur et cette formation. Mais c'est qu'en fait, là, tu formes pas. Tu crées des contenus pour que le formateur forme en présentiel et à distance. Mais tu n'es pas face au public et tu n'es pas expert du sujet. C'est vraiment ça la grande différence. Et c'est le fait que tu maîtrises tous les outils pour créer des contenus de formation à distance. Hop. Est-ce que c'est possible de suivre la formation alors que tu es Toulouse, pardon, Olivia? Bah oui, si toi, tu es OK de venir à Lyon pour les semaines de présentiel, tu es la bienvenue, sachant que j'ai des employeurs sur Toulouse. Je crois que j'en ai un d'ailleurs qui attend quelqu'un. Donc du coup, si toi, tu es OK, et si c'est possible pour toi, parce que je comprends que ça puisse être difficile, on fera notre max pour trouver un employeur à Toulouse qui te plaise. C'est quoi les sorties à l'issue de la formation? Très bonne question, André Raphaël. Je vois que tu es un spécialiste du sujet, puisque souvent, il y a un peu d'arnaque là-dessus. Nous, c'est principalement du CDI. Et il y a quelques freelances, mais par choix et pas par défaut. Alors, je ne peux pas vous l'interdire d'être freelance à la fin, mais je vous le recommande vraiment pas. Parce que après un an de formation, vous n'êtes pas encore assez expert ou assez sûr de vous pour vous vendre. Ça n'empêche qu'il y en a qui arrivent. Là, j'ai une de la promo 2 de Paris qui m'a dit hier qu'elle était trop contente qu'elle avait signé son premier contrat à 35 000 pour 6 mois en freelance, donc elle était trop contente. J'ai fait à peu près 4 000 euros net pour les 6 mois, c'est plutôt cool. En freelance, mais c'est-à-dire que pas de garantie de l'emploi, c'est à elle de cotiser à côté, qu'elle a comme des frais, enfin que c'est pas si royal que ça. Et en ce moment, le marché freelance souffre un peu parce qu'il y en a plein de moyens bons, pas chers. Alors, si vous êtes ultra expert, parce que le positionnement freelance peut être intéressant, c'est d'être ultra expert d'un logiciel. Nous, il y a une ancienne du Bahut, promo 1, qui est expert Teach on Mars, elle s'éclate. J'en ai d'autres qui sont experts RiseUp ou 360 Learning, donc des LMS, pour accompagner la mise en place du LMS, la configuration et créer les premiers contenus. Ils sont très bien payés, s'éclatent. Ce qui est plus compliqué, c'est si vous êtes un peu expert de tout, mais en fait génial en rien. Là, le marché est tendu. Donc, nous, on est plutôt sur du CDI. Mais en gros, là, par exemple, sur la promo 6, sur 22 étudiants, on en a 19 qui sont en CDI et 3 qui sont en freelance. Pour donner un ordre d'idée, André Raphaël. Bon, on est sur une promo à 100% d'insertion, donc c'est cool. Profil natif espagnol, Raoul. Bah, je vois que tu écris très bien en français, donc je ne sais pas si tu t'es fait aider ou pas. Mais j'ai eu une brésilienne à l'époque, alors pas espagnole, mais du coup portugais, mais qui parlait, enfin qui comprenait suffisamment bien le français, qui faisait des efforts à l'écrit pour pas faire de fautes, qui parlait aussi anglais, et à qui j'ai trouvé une boîte internationale qui était ultra contente d'avoir quelqu'un qui maîtrisait les 3 langues. Donc oui, ça peut être intéressant. Si toi, tu es capable de suivre des cours en français, on fera attention à ne pas aller trop vite et à te dire les choses pour que tu les comprennes, mais on ne fait pas la formation en espagnol. Euh, J'ai une dernière question à laquelle je n'ai pas répondu. Contrat pro ou contrat d'apprentissage? Alors, c'est plutôt du contrat pro, parce que de toute façon, passé 30 ans, on peut faire que du contrat pro. En plus, comme il n'y a pas de diplôme, on peut faire que du contrat pro. Néanmoins, pour certains cas exceptionnels, on peut faire de l'apprentissage. On n'est pas sûr de leur proposer encore parce que c'est vraiment beaucoup de galères administratives, pas beaucoup d'intérêt. Mais ça permet notamment de bosser avec, par exemple, le ministère de l'Agriculture qui ne peut prendre que des apprentis. Ça n'empêche que, oui, un apprenti, c'est plus facile à placer parce que ça coûte pas grand-chose. Ça coûte à peu près une boîte entre 6 et 8 000 euros l'année. Vous allez coûter 30 000 euros l'année à peu près, que vous l'ayez en tête. Donc, vous coûtez 3 fois plus cher qu'un apprenti. Mais quel est l'intérêt? C'est que vous, à la fin, bah, vous avez coûté 30 000 la première année en alternance. Il peut vous payer un 35 000 euros brut qui coûte 50 à la boîte parce que finalement, le gap n'est pas énorme et que vous passez à plein temps. Si vous avez coûté 8 000 euros l'année pour vous embaucher à 50 000, faut être sacrément bon et faire sacrément ses preuves pour qu'on nous embauche vraiment. Donc le gap est moins grand et les boîtes qui vous prennent à 30 000, c'est pas un effet d'aubaine, c'est pas pourquoi pas, c'est parce qu'il y a un vrai besoin. Alors moi, ça me donne parfois un peu plus de boulot parce que ça coûte cher et que c'est pas facile, mais j'ai suffisamment d'employeurs à chaque promo, donc ensemble, j'aime bien ça. Donc, Nad, pour répondre à ta question, peut-être Nadia, du coup, j'imagine, je suis demandeuse d'emploi, formation est-elle financée par France Travail? La formation est financée par l'employeur. Si et seulement si vous êtes bien écrit à France Travail. Bon, a priori, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez reçu le mail de Cécile, donc que vous êtes inscrit à France Travail. Mais il faut bien être inscrit au 28 février ou au 3 mars pour que la formation puisse être prise en charge. Voilà. Et enfin, quelles sont les garanties concrètes que vous offrez pour trouver l'entreprise, en l'occurrence pour les personnes n'ayant pas de réseau pro? Bah, Fidèle, je t'invite à aller contacter les anciens du Bahut. Je me bats.
je me bats. Et je vous apprends à développer vos réseaux, je vous apprends à faire des posts LinkedIn. Je suis assez présent et visible sur ce réseau-là. J'ai des demandes d'employeurs, moi, parce qu'on a réussi à créer une marque aujourd'hui qui fait que les employeurs veulent des bahuchiens. Et j'ai régulièrement un par semaine qui me dit, je ne veux qu'un bahuchien pour ce sujet-là. Si tu me recommandes. Donc, du coup, bah, nous de faire jouer les réseaux. Et entre vous, vous vous recrutez aussi beaucoup. On est des mafias comme ça dans plusieurs boîtes. On en a par exemple, je crois, ils sont 6 au Greta, je dis 5 à l'EM Lyon, ils sont 8 chez SkillsDay, ils sont 3 chez Learn Assembly. Puisqu'une fois qu'il y a cette culture, en fait, si vous voulez que des gens très très pros, et donc vous vous recrutez entre vous. Et ça grandit plutôt bien. Là, en live, je reçois un appel du CNAM qui veut probablement recruter quelqu'un. Est-ce qu'on peut postuler à cette formation si on fait un autre dossier pour une formation de professeur d'art plastique, n'étant pas sûr d'être prise dans les deux? Bonne question, Julie. C'est gentil d'être honnête. C'est vraiment pas le même métier. Parce qu'il y en a un, tu vas être face à des gens, et nous, tu es face à ton écran. D'où, ça va nous poser des questions. Il faudra que tu arrives à rassurer Aurélien et Rachel, comme quoi le fait de travailler face à ton écran en solo puisse t'intéresser. Si oui, bon après, au premier qui trouve un employeur aura gagné, mais ce sera sûrement nous. Parce que vu comme on en a pas mal, normalement, on devrait trouver quelque chose. Mais sois honnête avec Rachel et Aurélien et prends pas la place de quelqu'un d'autre. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, on va présélectionner à peu près 25 candidats. Et on n'ira pas au-delà parce que je ne pourrais pas rentrer plus de 25 personnes dans la promo. Et je vais me battre pour ces 25-là. Et si tu prends la place de quelqu'un, bah, c'est pas cool. Voilà, pour répondre à tes questions, de façon très honnête et transparente. Nos prochaines promos, à noter tout de même, parce qu'il y avait un Parisien tout à l'heure. Donc nous, à Lyon, on sera le 3 mars, à Nantes le 1er avril. Il y aura peut-être une promo à Paris fin avril, mais je n'ai pas encore confirmation. En tout cas, c'est sûr qu'une arrive en septembre ou octobre. Et les horaires de formation, pour donner un ordre d'idée en termes d'organisation perso et familiale, c'est 9h30, 12h45 dans les locaux. Il faut être là à l'heure parce que ça commence à l'heure. 14h, 17h15. Et on vous libère pour que vous puissiez rentrer chez vous au plus vite, sachant que mardi soir, on essaie de faire des meet-up avec des experts extérieurs. Et jeudi soir, des soirées jeux ou des moments où on se trouve un peu en off, mais il n'y a rien d'obligatoire à ces moments-là. Voilà, j'ai fini ma presse. Euh, Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Cécile, toi qui connais bien le sujet? Alors moi, je vais rajouter un volet France Travail. C'est pour ceux qui sont inscrits, effectivement, ça peut être le cas aujourd'hui, de bien partager votre projet de formation, votre projet professionnel avec votre conseiller référent. C'est important que ça puisse s'inscrire dans votre parcours de retour à l'emploi, qu'il puisse être informé de vos démarches, qu'il puisse vous informer également des aides éventuelles à la mobilité, de vos compléments d'allocation également. Alors, vous disposez dans votre espace candidat de différents simulateurs. Je vous invite vraiment à les consulter. Mais en tout état de cause, partagez vos démarches pour que tout soit en règle de notre côté. Voilà, c'est important. Au Oui, nom et Cécile est là, nous accompagne. Nous faisons l'intermédiaire si besoin, mais ça reste votre conseiller qui choisit de vous mettre en place des aides pour l'hébergement et la restauration s'il faut, qui peut vous aider à trouver plein de choses. Et c'est que votre conseiller qui aura la main là-dessus. Donc, il faut garder de très bonnes relations avec. Il faut le prévenir que vous postulez chez nous. S'il y a des questions, soit il me contacte, soit il contacte Cécile. Il aura toutes les infos, parce que je vous dis, on a fait 8 promos, il y a quand même assez d'historique maintenant pour qu'on puisse les informer et les rassurer. Mais alors, ils ne peuvent pas vous interdire de faire la formation, parce que si vous trouvez un employeur, il n'y a pas de raison qu'on vous embête là-dessus. Oui, un contrat pro, c'est un contrat de travail classique et donc c'est un retour à l'emploi. Donc nous, on est là pour favoriser votre retour à l'emploi et pour faire en sorte que ça se fasse de manière sereine. Donc évidemment, on ne peut pas vous interdire de suivre la formation, ça, c'est sûr. Mais en informer votre conseiller, c'est être informé de vos droits aussi. Pour pouvoir Tout à en fait. discuter, il faut avoir l'information. Et vous le découvrez souvent a posteriori et c'est trop tard. Exactement. Merci pour ce rappel. Vous avez Date approximative pour la sélection, Nicolas, tu as déjà postulé ou pas? Je veux bien que tu me donnes l'info. Bah, je te dis, on commence les entretiens semaine pro. Là, maintenant, ça va aller assez vite. Dès que vous postulez, on va vous faire un retour rapide en fait, pour vous dire ça peut coller ou pas et pourquoi si c'est pas. Et on donnera des pistes pour faire autrement potentiellement. Non, pas encore. Tu peux aller sur le site, ouais, sur lebeuil.com, Digital Learning Lyon, candidater, et tu peux remplir ton pré-dossier. Maintenant, on te répond vite parce que maintenant, on ne fait plus que ça. Jusqu'à là, on avait des promos, on avait d'autres prios. Et de toute façon, ça ne sert à rien de démarrer trop tôt parce que les employeurs, il faut quand même avoir en tête que ils vont vous recevoir en janvier-février, mais ils vous accueilleront dans leur entreprise que début avril. Donc, il y a un petit décalage pour eux.
d'où j'ai pas commencé en 2024, c'est mise en relation. Perspective de carrière aussi, bah, je sais pas si tu as raté le début, mais j'ai un peu expliqué les différents jobs qu'il y avait derrière. Après, ça peut être monter en tant que responsable de formation digitale ou responsable de formation tout court, partir un peu sur plus des métiers RH ou de devenir formateur plus concepteur de formation sur un sujet spécifique. Et après, de monter aussi à l'organisation de tout ce sujet, parce que c'est dans des grosses boîtes, il y a des équipes assez complètes et avec des beaux salaires quand il y a un gros 360 Learning, un gros Moodle qu'il faut gérer et administrer et accompagner le changement des apprenants et des experts internes. Donc voilà, c'est plutôt dans le monde de la formation qu'il y a des perspectives. Bon, je crois que j'ai réussi à aller au bout. Je vous envoie le replay, désolé pour ceux qui n'ont pas pu entendre. Moi, je reste dispo par mail si précision importante. On répond peu au téléphone parce qu'on reçoit beaucoup de demandes et qu'on n'est que deux et demi à gérer cette école sur la partie digital learning. On est aussi deux et demi à gérer notre partie sur l'intelligence artificielle et peut-être un autre sujet qui va arriver. Et je te dirai, Cécile, si ça arrive. Peut-être un autre truc en tête là, un peu fou. Et donc, on est petit effectif. Donc, je vous passe le replay, il y a toutes les questions dedans. Et en plus, moi, j'ai des journées un peu chargées. Donc, je vous réponds plutôt la nuit. Et d'où le téléphone la nuit, c'est pas simple pour vous. Donc, plus simple pour moi par mail. Comme ça, je vous réponds, je vous donne les infos et je réponds de façon exhaustive. Donc, ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Je vous souhaite une très bonne journée. Encore merci, Cécile. Et Ouais. je t'envoie, Jean-François, le lien d'inscription. Mais le lien d'inscription, tu vas sur le site le-bahut.com et tu trouveras toutes les infos. Mais je l'envoie tout de suite par mail avec le replay. À très bientôt. Merci. Au revoir.